Bonjour à toutes et à tous, eh bien nous voilà, comme vous avez dû l'écouter sur l'épisode précédent, nous démarrons la nouvelle saison, la saison 3 de ce podcast, et pour cet épisode 37, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Chabal. Laurent, comment vas-tu ? Ça va? Ça va bien, merci, et toi? Écoute, c'est cool, je suis vraiment ravi de pouvoir reprendre contact avec toi, ça fait un certain temps. Pour ce podcast sur les entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Et justement, aujourd'hui, nous sommes au soleil en Espagne, ou plus précisément à Barcelone, sur la scène de start-up et d'autres thématiques. Mais je pense qu'on va laisser Laurent nous raconter un peu ça. Et comme tu connais, Laurent, le principe, on commence toujours par une présentation de ton parcours personnel ou professionnel. Laurent, c'est à toi. Oui, merci Joël pour cette intro. Mon parcours professionnel et personnel, c'est assez mélangé, on va dire, hein, puisque j'ai pas mal bougé ces dernières années. Pour faire court, moi je suis ingénieur de formation, comme tu le sais, hein, Oui, puisqu'on a oui. fait la même école. Exactement. Voilà, donc en gros, mes 10 premières années de carrière, je les ai passées dans l'ingénierie IT informatique dans le secteur industriel, automotive, aéronautique, aérospatiale à Toulouse, Mhm. sur des missions diverses et variées de développement logiciel, de gestion de projet, d'intégration logicielle, donc plutôt orienté technique et gestion de projet. Mhm. Puis, il y a environ 10 ans, j'ai pris la décision de prendre un virage, davantage vers le côté business, marketing et vente. Ça veut Parce dire que quand déjà de 2000, si je compte un Donc peu. ça, c'était ça a maturé, on va dire, pendant 2 ans, entre 2010 et 2012. Mhm. Et en 2012, j'ai pris la décision et puis je suis rentré à l'IE Business School pour faire un Ok. MBA à Madrid. Ah, très bien. Donc vraiment pour ajouter cette couche business à mon profil parce que voilà, je me voyais pas 10 ans en bureau d'études, même si j'ai beaucoup aimé ma vie en bureau d'études, mais Mhm. j'avais envie de sortir davantage, voir les clients, le relationnel, etc. Donc je suis arrivé en Espagne, du coup mon aventure espagnole a commencé en 2012. Mhm. Et là, en sortie de MBA, j'ai passé environ 5 ans dans l'écosystème des startups, surtout les startups technologiques. Ah, on va revenir là-dessus, je pense. Oui, ouais, Mhm. bien sûr. Et il y a pas mal à partager, je pense, sur les applis mobiles, donc Android, iOS, Mhm. plus tout ce qui est e-commerce, marketplace, ou à la fois la logique back-end, front-end. Donc moi, j'avais le passé IT qui m'a aidé. Ouais. Et du coup, l'entrepreneuriat plus la partie start-up, tout qui va vite, où il faut être agile, il faut un peu toucher à tout, ça m'a beaucoup plu. Et mon aventure madrilène, ça a été très orienté sur ça, l'écosystème start-up. Et puis ensuite, pour des raisons à la fois perso et pro, mais surtout perso, j'ai déménagé à Barcelone début 2017. Mhm. Donc là, le mois prochain, ça fera 5 ans que je suis à Mhm. Barcelone. Et là, j'ai gardé un lien avec toute la partie entrepreneuriat, un peu moins start-up, mais davantage entrepreneuriat au sens large. Mhm. C'est-à-dire, on a une idée, on veut monter un projet, on veut se lancer. On en reparlera aussi, ça, si tu veux, Mhm. Bien Joël. sûr, ouais. Moi, j'ai vraiment une vision holistique du monde du travail. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des cases, soit on est entrepreneur, soit on est Non, non, on est bien employé. d'accord. Pour moi, C'est bien le principe de ce podcast. c'est ça, c'est vraiment une attitude et on peut très bien faire les deux, voire même 3, voire 4 projets, si Mhm. on s'organise bien, si on a des bons associés, s'il y a la passion, s'il y a l'envie Ouais. et qu'on a plusieurs cordes à notre arc, on n'est pas obligé de rentrer à tout prix dans les cases fermées que le système ou Oui. parfois Après, c'est par un manque de pédagogie Après, aussi. ça dépend des profils aussi, hein. Enfin, je pense qu'on reviendra dessus. Alors, j'aimerais peut-être faire Ouais, un petit lien là-dessus. D'abord, tu as parlé de l'école d'ingénieur on a visité ensemble. Donc, on en profite pour faire un coucou à nos amis à Toulouse ou à La Bèche, plus précisément, pour pas les citer. J'espère que ça vous viendrait un peu écouter Laurent ou nous écrire des petits commentaires.
Ça fait toujours Et plaisir. t'écouter à toi aussi, hein. Bien sûr, bien T'écouter à sûr, tous toi les deux, aussi. mais c'est dans le sens, c'est pas mal aussi d'utiliser ça pour faire un clin d'œil. L'aéronautique, bon, j'y suis moins encore, avec d'autres perspectives. Ouais. Donc revenons un peu, je trouve ça intéressant parce que c'est ce genre de réflexion que tu as faite après 10 ans d'ingénieur, d'aller faire un MBA pour rajouter la carte, on va dire, sales. Moi, je me le suis posé aussi dans le passé, et puis je ne l'ai pas fait, il y a eu d'autres choix personnels ou de famille. Puis au final, on se dit, bon, voilà, peut-être on a de la fainéantise ou d'autres choix de vie. Et Mhm. est-ce que, un retour là-dessus, je pense que, qu'est-ce que tu peux, des personnes, des jeunes ingénieurs ou des ingénieurs qui ont un certain bagage, un conseil là-dessus. Faites un MBA à tout prix, ne faites pas un MBA. Comment tu vois la chose? Qu'est-ce que tu partagerais là-dessus? Alors, en fait, il y a plusieurs, entre guillemets, timing et momentum pour faire un Mhm, MBA. Si on fait un MBA entre 25 et 30 ans, là, ça va être pour ajouter une corde de plus au niveau académique au CV mhm, et pour entrer dans des grands groupes et avoir des évolutions de carrière plus rapides. mhm, Donc ça, c'est la première façon de faire un MBA. Quand on fait un MBA comme moi j'ai fait, entre 30 et 35, moi j'étais assez limite. J'ai décidé de faire un full MBA, mhm. un full-time Au full time, MBA, non? c'est-à-dire Ok. que voilà, Ouais. j'ai laissé mon travail et je me suis dit, je me mets un an à fond pour moi, Mhm, pour non seulement avoir un MBA, mais en plus pour profiter à fond de l'expérience. mhm. Mais déjà, quand on s'approche de 35, de 32, 35 ans, moi j'étais limite sur le full-time MBA parce que déjà, quand on s'approche de 35 ans, on n'est plus sur de l'executive MBA. Ok. Et quand on part sur de l'executive MBA, c'est des programmes part-time. Ouais. Donc là, Qui tourne on sur reste dans plusieurs son pays. entreprise. Ouais. Voilà. Et donc, cours du soir, week-end. Mhm. Et du coup, ça prend plus de temps. En général, les programmes exécutifs durent, Sur au 3 ans. lieu d'un an, ça dure un an et demi, voire un peu plus. Ok. Mais ça permet de ne pas lâcher son boulot, de continuer à avoir des revenus. Ouais. Quand on a fini, on peut rester dans son entreprise ou se jeter à l'eau sur autre chose ou valoriser son profil Mhm. pour rentrer dans une autre société, sachant que, soit dit en passant, quand on fait un MBA sur le tard, c'est davantage valorisé dans les entreprises anglo-saxonnes, Mhm. anglaises, surtout anglaises et américaines. On va Mhm. dire tout le Commonwealth, donc Mhm. Australie, Angleterre, Afrique du Sud, plus les États-Unis bien sûr. Mhm. Mais il y a beaucoup d'autres pays, ça il faut le savoir, tous les programmes MBA vous ne diront pas, mais il y a beaucoup d'autres pays où on valorise beaucoup plus l'expérience, la personnalité et ce qu'a fait la personne avant, dans quelles entreprises elle a été, que le titre MBA. Alors là, je rebondirai là-dessus parce que c'est un peu l'approche germanique où on regarde les compétences et le mindset de la personne suivant les sociétés et non pas au diplôme plus le titre MBA. Donc Tout à c'est à fait. considérer aussi. Et après, il y a Oui. entre ces deux variantes, enfin entre ces deux, pas utiliser ce terme, mais entre ces deux approches, savoir dans quel scope on se projette, c'est-à-dire viser les grandes sociétés anglo-saxonnes, comme tu le disais, ou des sociétés Ouais. internationales plus germaniques, nord d'Europe, j'imagine. C'est un peu ça alors, ok. C'est ça. Alors là, on parle que de l'approche carriériste, hein, Mhm, mais oui, moi, je vois de mon expérience du MBA, c'est beaucoup plus qu'un titre. ouais. C'est-à-dire que déjà, on rencontre des gens de tous les pays. Mhm. C'est pour ça que je conseille à tous ceux qui veulent faire un MBA de ne pas le faire dans leur langue natale, Pour se forcer. dans leur langue maternelle. Il Mhm, faut le faire en anglais. mhm, Parce que ouais. l'anglais, c'est pas que moi, je suis un grand fan. J'aime bien l'anglais, hein. Il n'y a pas de souci. Mais je fais pas de la pub pour les anglophones. Non, non, on est Mais d'accord. T'aurais pu le faire c'est en que l'anglais espagnol. permet. Ah ouais, ouais, j'aurais pu le faire en espagnol. Le problème, c'est que moi, j'ai des amis qui l'ont fait en espagnol. Le problème, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés avec beaucoup d'espagnols, Oui, beaucoup de latinos, ouais, et c'est tout. ouais, Alors qu'en le faisant en anglais, n'importe quel pays où vous faites un MBA en anglais, vous ouais. allez avoir des gens de tous les pays du monde parce que c'est la langue internationale et ça vous permet de créer un réseau Beaucoup plus incroyable important. Ouais. sur le long terme. Et Mm. puis après, quand on passe beaucoup de temps sur des projets de groupe ou à faire la fête, et après il y a des atomes crochus qui se créent. Non, mais Oui, mais c'est ça le ça a réseau, l'air on est ça a d'accord, l'air oui. bête. Oui, oui, je sais, Mais ouais. après, vous traînez naturellement.
ceux qui font un MBA, ils vont traîner naturellement avec des gens avec qui ils ont des centres d'intérêt en commun, des Bien valeurs sûr. en commun. Ouais. Et ça fait des amis pour la vie, pas Mhm. seulement des ex-collègues de promo. Mais toi, tu vois, nous, Mhm. voilà, on a des atomes crochus. Voilà, et, ça Mhm. fait plus de 20 ans qu'on a fait notre école et on On est va en train de passer discuter rapidement encore, tu là-dessus vois. parce que c'est vrai que du coup, ça nous met un coup de vieux quand même, hein. Non, mais non, c'est qu'un chiffre là. Oui, c'est qu'un chiffre, on est On, d'accord. on s'en sortira. Mais on fera un épisode. C'est vrai que j'aurais pu. C'est pour ça, quand tu dis anglo-saxon, je veux revenir là-dessus aussi. C'est dans le sens où, quand moi j'ai fait le podcast, j'ai pris le choix, bon après, de le faire en français pour adresser aux francophones, puisque la problématique des langues étrangères pour les Français est assez particulière. Bon, je veux pas jeter la pierre à qui que ce soit. Et on m'a déjà suggéré ou demandé, mais quand c'est que tu vas le faire en anglais ou en allemand pour avoir un public plus large. J'ai dit, ben, on peut essayer de combiner, on va voir. Donc c'est quelque chose qui va venir aussi. Je fais un petit aparté en disant, pour l'année 2022, on démarre. Peut-être ça sera une des surprises que j'avais déjà annoncées avant. Alors revenons donc sur son parcours. Donc tu as fait ton MBA à Madrid, tu t'es pris un an sur tes fonds propres pour faire le MBA. Tu es sorti avec ton titre. Et tu t'es Ouais. dit, bon, maintenant, comment ça s'est enchaîné avec, entre Madrid et Barcelone ou tu t'es dit, bon, je lance ma Ben, boîte en là fait, ou... après mes années dans l'écosystème startup de Madrid, quand je suis arrivé à Barcelone, je suis revenu dans le monde corporate, mais du coup, je me suis posé la question, tu reviens comment, quoi? Parce que quand on Ouais, sort du monde startup, et tous les startupeurs le savent, ouais, on est des véritables MacGyver, et en fait, tu passes pas dans les cases. le système. Ouais, exactement. C'est-à-dire que c'est pas une critique du système, Non, non, c'est ouais, juste que le système aime bien mettre les gens dans des cases. C'est-à-dire, toi, tu es sales, toi, tu es marketeur, ouais. toi, tu es ingénieur, mais quelqu'un qui sait faire trop de choses, au final, il est tout, il est rien à la fois. Donc, C'est le risque, ouais. Ouais, touche à tout. Un peu ouais, donc, surfeur, ouais, c'est le risque. C'est ce que je remarque aussi des fois sur mon approche un peu touche à tout, où on te dit, mhm, bon, on te met dans n'importe quel projet et tu t'en sors parce que ça peut être de la recherche et développement, ça peut être de la restructuration de société, et voilà, mais tu as un certain bagage. Mais donc, après le MBA, tu es allé mais dans du la coup, scène des startups à Madrid, c'est ça? ouais, mais juste pour pas perdre Pardon, l'idée là, excuse-moi, puisqu'on parlait de des cases. on parlait justement ouais, justement, quand tu deviens un petit peu, quand tu sors de la partie startup, tu es un peu homme à tout faire. Mhm. J'ai passé une période où je me suis posé la question, quelle couleur a ton profil? Parce que on a tous, même ceux qui ont beaucoup d'expérience et qui ont fait beaucoup de choses, on a toujours une couleur particulière quand on est entrepreneur, quand on est Mhm. manager. Il y a ceux qui ont la couleur un peu plus finance, Ouais. d'autres ingénieurs, d'autres marketing, d'autres sales. Mhm. Et il faut déterminer en fait sur quelle couleur tu es, Mhm. à mon avis, hein. Et moi, ça m'a pris un petit peu de temps, mais je me suis rendu compte que j'étais plus sales qu'autre chose après tout mon parcours jusqu'à la fin de mon expérience à Madrid. Du Ok. coup, c'est pour ça que après, quand je suis revenu dans le monde corporate, je suis revenu avec l'étiquette vraiment sales manager, et ça m'a réussi parce que finalement, voilà, c'était vraiment le chemin naturel pour moi, parce que les gens en plus, et ça c'est important aussi pour ceux qui se posent des questions en termes d'orientation et de pivotage de carrière, il faut aussi regarder où est-ce que les gens vous attendent, Ok. parce que Alors des attends. fois on se focalise trop sur ce qu'on veut faire, Mhm. mais on se pose pas assez la question où est-ce que les gens nous voient, parce que c'est pas dire je vais aller là où les gens veulent que j'aille, Non. mais ça vous donne des informations. Si tout le monde vous voit comme un gars qui est un cadre en finance et qu'on vous appelle toujours pour avoir des conseils en finance, c'est peut-être que votre couleur principale c'est ça, parce que les gens vous attendent là. Donc si ça vous plaît, ben, peut-être que c'est là qu'il faut aller. Ok. Mais Ou si ça peut. alors, ça me fait poser la question parce qu'en Ouais, fait, j'ai un peu dans cette réflexion, hein. Je suis ouais. dans ce pivotage. Bon, pour l'instant, je peux pas en dire plus que ça. Mais quand tu dis, voilà, la couleur, bien sûr, faut trouver le compromis entre ce que tu veux faire, en ce que là où on t'attend, puisque c'est ton expertise sur une thématique, Ah, par exemple. Mais ah, je veux dire, ton expérience par le passé après le MBA, t'avais pas fait de sales, ou tu ouais. en avais fait un peu à côté, parce que, moi, je te connais un peu, Laurent, t'es un peu comme moi, t'as la tchatch, tu sais vendre, t'as le côté technique. Non, mais faut s'avouer, faut pas se mentir à soi-même, c'est bien ça. Mais Hmm. le fait de dire, voilà, j'arrive avec la casquette, je fais du sales, Laurent, comment tu l'as vendu ça en fait, puisque
Tu étais quelqu'un de technique. Enfin, moi, je vois encore ta casquette IT Development dans l'aéronautique. Hein, c'est ça, hein, un peu. Ouais, j'ai commencé comme ça. Ok. Mais au final, on évolue. Et Oui. puis, je pense que le fil conducteur de ma carrière, ça a toujours été l'IT, hein, Mhm. l'informatique, technologie d'information. Ça, c'est vraiment le fil conducteur. Mais après, en ayant un même fil conducteur, on peut avoir beaucoup de rôles différents. Mhm. Et suivant son expérience et son parcours de carrière personnel et professionnel, ben, on peut arriver à des rôles très différents. Et finalement, être sales dans l'IT, c'est pas si déconnant que ça. Si, comme tu dis, voilà, on a T'as la crédibilité technique, ouais. Hmm, c'est ça. Et moi, j'ai toujours aimé justement faire du sales, mais sur des projets, des produits complexes et faire de la vente consultative. Mais moi, j'aime bien quand justement c'est des produits complexes liés aux technologies d'information, technologies cloud et tout ça, parce Mhm. que, comme tu dis, j'ai mon passé technique qui fait que il a une faiblesse à un endroit et qu'il la voit. Je vais pas lui raconter les histoires parce que je le sais et on le sait tous. Mhm. Et voilà, et je vais pas rester enfermé avec ma brochure de produits parce que je sais comment ça marche derrière. Ouais, puis tu perds en Après, authenticité et en crédibilité, donc les gens sont et plus c'est beaucoup rassurés. d'avantages en interne aussi. En Ouais, interne en interne aussi, parce aussi, que ouais. quand tu. Ben oui, parce que même quand tu es sales ou quoi, tu vas avoir des interactions avec des ingénieurs en Mhm. interne, et quand tu l'as été, ben, tu peux mieux communiquer avec eux et Ouais. tu comprends leurs contraintes, tu comprends leurs attentes. Donc Mhm. ça a beaucoup de sens au final. Mhm. Et on a tort de faire des clivages entre les chemins de carrière, je pense. Ok. Alors, je pense que quand tu sors avec le MBA, est-ce qu'un conseil là-dessus sur l'état d'esprit, comment il faut aborder, on va dire, cette deuxième phase, comment tu abordes ça? Bon, je te dirais, Joël, ce qui est important, c'est qu'il faut rester très humble, parce que c'est pas le fait d'avoir un titre MBA qui va ouvrir les portes à tout ce qu'on veut, Mhm. parce que le monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat ne nous attend pas, hein, à la sortie de l'école, hein, On est d'accord, ouais. encore moins sur une formation professionnelle, on va dire exécutive, de milieu de carrière. Mhm. Donc il faut être très acteur, faut très bien se pitcher, entre guillemets, se vendre Mhm. sur le marché, vendre son profil hybride. Ça c'est vraiment important, parce que là il faut vraiment être attaché à raconter une histoire qui fasse que votre histoire, qui fasse que aux yeux des personnes à qui vous parlez, on voit l'intérêt de votre profil, entre guillemets, hybride. Ça, c'est important. Parce que il faut toujours considérer que le MBA et cette nouvelle vie qui va être soit vers la finance, soit vers les affaires, soit la partie vente, la partie marketing, Mhm. pour parler des plus généraux, il faut le considérer comme une couche de plus, et que les gens comprennent bien en face de vous que vous avez cette couche supplémentaire au-dessus d'une couche qu'il ne faut pas nier, en fait. Si vous avez un passé d'ingénieur, il faut au contraire le valoriser, et dire, voilà, j'ai une première vie qui était focalisée sur des problématiques différentes, et maintenant je suis sur d'autres sujets, Mhm. mais j'utilise ce que je faisais avant pour m'aider à prendre de meilleures décisions sur mes nouvelles responsabilités, plus orientées finance, marketing ou sales. Ok. Ça, c'est important de faire pas mal de pédagogie sur ça. Et autre chose, pourquoi je parle d'humilité aussi souvent, c'est que il y a des personnes, des collègues, des professionnels ou des partenaires ou des clients que vous allez rencontrer après votre virage, après votre pivotage de carrière, qui vont être beaucoup plus jeunes que vous, qui vont peut-être avoir 5, 10 ans de moins que vous, vont être à des positions égales, voire supérieures des fois à vous, parce que eux, ils n'ont pas fait ce virage. C'est-à-dire que vous venez de rentrer, par exemple, dans le monde du marketing, je Mhm. dis ça au hasard, Oui. à 30 ou 35 ans, et Mhm. bien peut-être que il y en a qui ont 30 ans ou 27 ans, et que ça fait 5 ans qu'ils y sont dans le marketing, et vous y rentrez maintenant. Mhm. Donc, vous allez avoir à 35 ans des personnes dans le monde professionnel de 26-27 ans qui ont beaucoup plus d'expérience que vous dans ce créneau. Ils n'ont pas votre passé sur la partie technique Mhm. ou la première partie de carrière que vous avez, ils n'ont pas. Mais eux, s'ils travaillent dans le marketing, entre guillemets, ils s'en moquent.
C'est-à-dire qu'on les attend pas sur de l'ingénierie, on les entend sur du marketing. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut être très humble et pas avoir la grosse tête en disant ouais mais attends, moi ça fait 10 ans que je fais de l'ingénierie, que je fais voler des avions, que j'envoie des satellites dans l'espace. Ouais. Tu vas pas me raconter des histoires avec ta stratégie de marketing pour vendre un Mhm. produit cloud, quoi. Mhm. Non, faut surtout pas prendre cette attitude parce que il n'y a pas de sous-métier Non. et tous les métiers sont très complexes et demandent beaucoup d'expérience et d'expertise. Mhm. C'est juste qu'il faut de l'humilité et se dire, bah voilà, j'ai mon profil hybride, mais c'est pas pour ça que je vais croire que j'ai tout compris en marketing alors que je viens de sortir après un an de MBA, avoir juste fait des cours en marketing. Après, Voilà. après c'est un peu général aussi dans d'autres écoles. Non, mais c'est pas mal comme exemple. Je pense que l'idée, pour reformuler aussi, c'est Ouais. en fait le côté hybride. J'aime bien ce terme de dire hybride. En fait, on a une double casquette, c'est-à-dire un passé, comme ton exemple d'ingénieur. Tu vas pas l'effacer. Il faut au contraire utiliser ces deux casquettes comme en complément. C'est-à-dire que voilà, bien sûr, comme tu dis, Mhm. humilité. Moi, je peux avouer, moi, quand je suis venu en Allemagne dans l'aéronautique, je venais de l'automobile et je le vendais comme ça en disant bah, expliquez-moi. Puis j'ai fait mon cheminement à apprendre comment on construit un avion, comment il est produit, comment il est Mhm. assemblé et la technique. Bon, et je pense que c'est ce besoin d'humilité, c'est-à-dire que peu importe où vous arrivez, on l'apprend pas quelque part, mais il faut soi-même se le garder en tant que mindset, état d'esprit, où les personnes que vous rencontrez, ben, soit sont des experts dans leur domaine, et ne pas dénigrer. Bon, après voilà, je pense que nous on l'a vécu dans le sens où on était dans une école d'ingénieur en apprentissage, comparé aux grandes écoles Mhm. d'ingénieurs. On n'a pas les mêmes parcours, hein. Je pense que tu peux confirmer dans le sens où on a déjà une expérience Non. professionnelle et l'ingénieur qui sort d'une grande école, on le prédestine entre guillemets à certains postes. Mais bon, là n'est pas la thématique. Donc revenons sur... donc ça c'est pas mal comme approche, j'apprécie beaucoup, je pense que nos auditeurs vont l'apprécier puisque ça va leur permettre d'élargir leur réflexion, faire un MBA ou pas. Moi je pense que la réflexion je me l'étais faite et puis à l'époque j'ai dit bon ben, je vais pas le faire, je n'ai pas choisi. Mhm. Donc du C'est coup jamais trop tard, non, il est hein. jamais trop On tard. fait surtout pour soi-même, hein. On Exactement, le c'est fait surtout pour soi-même. comme tout, bien sûr. Après, c'est voilà. Mais, C'est un investissement sur soi-même au niveau personnel et mais professionnel. Et comme c'est toute vraiment un formation, game changer, hein. comme toute formation, faut jamais s'arrêter Ouais, d'apprendre. Donc, je pense que c'est un peu la conclusion sur c'est ça. ce thème-là. Revenons un Complètement. peu. Est-ce que tu veux, quand on aborde la partie startup, parce que je pense que ça peut être aussi intéressant, comment tu t'es retrouvé dans ce comment on appelle environnement de start-up à Madrid. Je pensais que moi le plus les start-up c'était Barcelone, mais Ouais. explique-nous. Ouais, non, mais c'est une époque qui était assez dynamique. Donc, c'était en 2013. Mhm, Il y avait un programme à l'IE qui était le Venture Lab. C'était un incubateur de start-up auquel on pouvait participer tout en étant étudiant mhm, encore, sans avoir été encore diplômé. mhm, Et puis, avec un collègue de promo, on a décidé de monter notre start-up. Mais au début, c'était un projet étudiant ok, qui finalement s'est transformé en vrai projet puisqu'on a trouvé des investisseurs été 2013. ok, Et du coup, on s'est lancé dans l'aventure dès la rentrée septembre 2013, mhm, euh, à vraiment commencer à développer le business et tout ça. C'était un business en fait dans le ticketing, dans le monde du ticketing, mhm. pour vendre des places pour les matchs de foot aux enchères Ah, en dernière minute. je me rappelle, oui. Oui, oui, oui. Tu te souviens? Oui, oui. Les gens qui achetaient des billets qui, au final, bah, tu veux aller voir un match, il n'y avait plus de tickets en vente et tu pouvais aller sur Bah, ces plateformes. Ah, oui, oui, ok. c'est un problème qu'il y avait sur la Liga, enfin, en général en Europe, mais surtout sur la Liga espagnole, c'est Oui, que souvent sur les matchs, il y avait beaucoup d'invendus ouais. et les clubs de foot, ils étaient déçus de ne pas pouvoir vendre toutes leurs places sur les matchs et du coup, nous, on les aidait via une app Android, iOS plus site web Mhm, à vendre aux enchères en dernière minute des lots des places en fait dans certaines sections du stade et chacun, les clients se mhm. connectaient, mettaient une mise. En Ok, fait, ils disaient voilà, moi, je suis prêt à aller à cette place dans le virage nord, par exemple, à cet endroit-là, pour 9 euros. Eh ok. ben, si je l'ai à 9 euros, j'y vais. Et si je l'ai pas, je perds pas d'argent. Mais de toute façon, j'étais prêt à y mettre que 9 euros. Donc, si je l'ai pas à ce prix-là, j'y vais pas.
Ok. Donc, ça partait sur ce principe. Ça a très bien marché pendant 2-3 ans. Après, bon, on avait un revenu de modèle qui n'était pas assez agressif. Du coup, au niveau finance, on a été un peu juste Mhm. après. Donc, finalement, le projet s'est arrêté doucement. Mais ça a été une belle aventure pendant 2-3 ans. On a fait quand même des beaux clubs, hein. On avait signé le Malaga, l'Atlético Madrid. Ah Je crois que ça a ouais, été notre plus gros. Ouais, ça a excellent. été notre plus gros deal, ça. On a géré quelques matchs avec l'Atlético Madrid. C'était cool. Le Sevilla FC, quand même, qui Ok, était quand ouais. même Ouais, je suis pas très un beau foot, moi, club tu à l'époque. m'excuseras, hein. Non, mais parce que c'est pour ceux qui connaissent la Liga espagnole, Ouais, hein, ouais. mais en gros, ouais, c'était des jolis clubs et puis ça nous a permis de voyager pas mal dans toute l'Espagne, de rencontrer tous ces gens-là. Mhm. Non, c'était une super aventure. Et puis voilà, au cours de l'aventure startup, ben, on touche à tout forcément, hein. Moi, Ouais, j'avais un rôle de CTO qui m'allait comme un gant avec mon passé IT, ouais, forcément. c'est Et clair. mon associé plus sur la partie sales et la partie représentation business. Mais au Mhm. final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la première année, avant qu'on commence à recruter, Mhm. c'est moi qui avais le meilleur espagnol. Et du coup, je me chargeais de la partie souvent représentation, conférence de presse, Parce, etc., parce qu'en plus, tous les deux, vous étiez, interview. on va dire, espagnol courant, tous les deux. Ben moi, en fait, Tu l'as pris sur place. Mais ton associé, pareil. ma compagne parlant espagnol, T'étais j'avais quand obligé. même un bon niveau et qui n'a pas arrêté de s'améliorer au fil du temps Mhm. après, plus la gestion des fournisseurs et des partenaires et des clients Mhm. en espagnol. Donc, du coup, j'ai très vite amélioré mon espagnol que j'avais déjà pas trop mal. Mhm. Du coup, mon associé n'avait pas le même niveau que moi en espagnol. Il prenait quelques leçons, mais il était pas quand même à un Ok. niveau suffisant, on va dire, pour faire des interviews tranquillement, Ouais. radio ou conférence de presse ou quoi. Donc, du coup, au début, je me chargeais de ça par intérim. On revient sur le virage de carrière, c'est-à-dire que sur des thématiques marketing, sales, communication, public relations, quoi, je me sentais comme un poisson dans l'eau, Mhm. bien qu'ayant des fonctions de CTO. Mhm. Donc, c'est là aussi qu'il faut s'écouter, de dire voilà, vers quoi je vais, qu'est-ce qui me plaît, sur quoi je suis bon, on m'attend. Et du coup, moi, je conseille à tout le monde d'avoir une expérience startup. Que ça marche ou que ça marche pas, entre On guillemets, on apprend s'en tout le temps. fiche. Oui. Parce qu'il y a, de toute façon, dans le monde de la startup, il y a 9 chances sur 10 que ça dépasse pas 3-4 ans, l'aventure, Ouais. en général. Ouais, c'est les fameux Euh, 3 ans il- de viabilité, on va dire. voilà, idéalement, à la fin, vente de l'entreprise et puis on se fait un petit PQ, Ouais. ça c'est l'idéal. Ouais. Puis vraiment, c'est des cas où ça devient un gros succès ou une licorne, on en fait on en parle beaucoup dans la presse, mais Ouais, mais il y en a ouais. très peu comme ça. Comme, C'est infinitésimal. comme les podcasts ou les youtubeurs avec, voilà, pour être sur le haut du panier. C'est ça. Donc, C'est ça, mais ce qui est important, c'est le chemin. ouais, C'est-à-dire l'aventure startup est ouais. formidable parce que vous apprenez énormément sur vous Mais tu fais tout. et vous apprenez énormément sur l'entreprise puisque comme tout est concentré, c'est des très petites équipes, c'est en mode commando. Tout le monde se connaît, tout le monde passe beaucoup de temps ensemble à faire beaucoup de réunions, Mm. à faire la fête de temps en temps pour décompresser. Bien sûr. Du coup, tout ça, ça fait que on touche à tout et on sait exactement ce qui nous plaît et ce qui nous plaît moins, où Mm. est-ce qu'on veut aller, et on a une vision globale de l'entreprise. C'est comme c'est comme un concentré d'entreprise dans une très petite structure, mais ça donne une vision globale de tout le business Mhm. au sens large, au niveau financier, au niveau stratégique, au niveau représentation, au niveau sales, au niveau marketing, au niveau technologie, à plein de niveaux, au niveau légal aussi, qui est Ouais. très très important quand on monte un Qu'on oublie business, la beaucoup. partie Ouais. légale. Ouais. Et du coup, quand on sort de là, que ça réussisse ou pas, sur le long terme, c'est une expérience très très riche, Mhm. comme au niveau professionnel et personnel, que Ok. je conseille à tout le monde d'y passer au moins. Moi, je conseille à tout le monde d'y passer au moins un an dans une ambiance de start-up, sur un projet start-up, dans sa vie. Ok. C'est c'est super. Ça vaut un MBA, hein, je dirais. Ok. Bon, écoute, c'est un peu comme l'entrepreneuriat aussi. Beaucoup s'y tentent et puis au final, l'important c'est que de toute façon tu fais tout toi-même et il faut y aller quoi. C'est-à-dire que on compte pas les heures, on compte pas le temps d'investissement, l'argent, puisqu'au final on fait quelque chose qui plaît. Ok.
Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, nous voilà à la fin de la première partie de cet épisode 37 avec Laurent Chabal. Nous avons découvert son parcours d'ingénieur et appris ses conseils concernant faire ou ne pas faire un MBA, ou plutôt, on va dire, suivre ce type de formation continue. Il nous a partagé son aventure dans les startups à Madrid. Et donc, je vous invite à écouter la suite de cette interview avec Laurent, bien sûr, un échange très riche en informations encore, en nous rejoignant la semaine prochaine, le mercredi, à partir des 18h. Nous aborderons la suite de la thématique startup avec des conseils avisés sur quel modèle à adopter, investisseurs ou associés, et enfin une autre thématique, on va dire associée à l'informatique, la pénurie de profils dans cette industrie. Enfin, avant de nous quitter, j'aimerais avoir votre opinion sur ce type de format et son contenu, bien sûr. Donc, prenez quelques minutes pour nous envoyer un commentaire. Je vous en remercie d'avance. Enfin, pour nos amis qui nous écoutent sur iTunes, pensez à mettre 5 étoiles avec un commentaire, ça aidera d'autres auditeurs francophones à mieux nous trouver. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et surtout, restez curieux.